Dans les jungles de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats japonais portèrent des pistolets Nambu élégants qu'ils croyaient être des symboles de discipline et de précision. Mais quand les combats se rapprochaient à portée de bras, ils faisaient face à quelque chose de bien plus meurtrier. Le Colt 45, son aboiement profond et tonnerre résonnait dans la nuit, perçant le bruit, la peur et la charge des hommes qui arrivaient. La nouvelle s'est propagée rapidement à travers l'île. Un seul coup de ce pistolet pouvait arrêter n'importe quoi. C'est l'histoire de la façon dont les Japonais en sont venus à craindre le Colt 45 et pourquoi sa légende résonne encore aujourd'hui. Restez à l'écoute et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Quand la première vague de Marines a débarqué à Guadalcanal en 1942, peu d'entre eux pensaient que le Colt 45 aurait de l'importance. C'était lourd, ancien et ressemblait plus à quelque chose qu'un policier porterait qu'à une arme de première ligne. Le vrai travail, pensait-il, se faisait avec des fusils, des baïonnettes et des mitrailleuses. Les Japonais, pendant ce temps, débarquaient, croyant au pouvoir de l'esprit et de la vitesse. Ils faisaient confiance à leur propre arme de poing, l'élégant Nambu de type 14, léger, élégant et un badge de leur fierté martiale. Pour eux, le Colt 45 semblait maladroit, trop grand pour un homme qui se déplaçait rapidement et combattait au contact. Mais la guerre a une façon cruelle d'exposer ce qui fonctionne vraiment. La jungle de Guadalcanal ne se souciait pas des apparences. L'air était épais d'humidité, les fusils s'enrayaient et les mitrailleuses s'étouffaient dans la boue et la sueur. Les combats ne se livraient pas à distance, ils se livraient au pouce près. Les hommes n'avaient pas le temps de recharger ou de dégager un fusil enrayé quand une baïonnette brillait à 3 pieds de distance. Et c'est à ce moment-là que le Colt 45, moqué et rejeté, a trouvé son objectif. Le pistolet n'a pas été construit pour la cérémonie, il a été construit pour terminer un combat instantanément. La première fois que les raiders japonais ont percé le fil de fer autour du terrain d'Henderson, les tranchées ont éclaté dans le chaos. Les grenades sifflaient, les mitrailleuses crépitaient et la visibilité est tombée à zéro. Un chef d'escouade de Marines, épinglé sous le feu, a lâché son fusil enrayé et a tiré le pistolet de sa hanche. L'arme se sentait comme une brique, solide et certaine. Il a tiré une fois, le coup a craqué plus fort que n'importe quoi d'autre dans cette obscurité. L'homme qui le chargeait s'est effondré en plein pas. Un autre s'est avancé, criant « 2 autres coups !» Silence. Ce moment s'est propagé à travers les rangs comme un feu de forêt. Les Marines ont commencé à chuchoter que le culte n'était pas une relique, c'était la survie. Les Japonais, qui avaient cru que leurs propres pistolets étaient des symboles de supériorité, faisaient maintenant face à un ennemi dont l'arme de poing pouvait arrêter une charge avant qu'elle ne commence. Chaque nuit après, le son de ce pistolet devint un avertissement. Ce n'était plus seulement une arme, c'était une promesse que la ligne tiendrait. La jungle ne respectait pas la tradition, et le Colt 45 non plus. Il ne respectait qu'une seule chose, qu'est-ce qui pouvait survivre à la nuit? La peur du Colt 45 n'a pas commencé par la superstition, elle a commencé par la physique. Sur le papier, le pistolet américain tirait une balle de calibre 45 à une vitesse seulement modérée, mais sa balle lourde frappait avec une force terrifiante. À courte portée, l'effet était immédiat et absolu. Peu importe si un homme chargeait, criait ou était sous l'effet de l'adrénaline. Au moment où cette balle se connectait, elle l'arrêtait net. Le culte n'était pas élégant, mais il était honnête. Dans un monde où les armes s'enrayaient, rataient et échouaient sous la pluie et la boue, le Colt 45 semblait toujours fonctionner. Et cette fiabilité devint quelque chose d'encore plus meurtrier que la puissance brute. Elle devint psychologique. Le Nambu de type 14 japonais, en contraste, ressemblait à un chef-d'œuvre d'ingénierie. Son long canon et son cadre léger le rendaient confortable à porter. Les officiers aimaient son équilibre et son profil élégant. Mais dans les jungles du Pacifique Sud, l'apparence ne signifiait rien. Le Nambu tirait une balle de 8 mm qui manquait de la puissance d'arrêt nécessaire pour mettre hors de combat un marine déterminé. Les rapports du front ont révélé un schéma glaçant. Les soldats japonais vidaient la moitié d'un chargeur dans un américain et regardaient avec incrédulité alors qu'ils continuaient à avancer. Même quand ils marquaient des coups, leurs adversaires ne tombaient souvent pas immédiatement. La balle du Colt, en revanche, était impitoyable. Elle déchirait le tissu épais, l'os et le muscle avec un poids qui rendait les coups du Nambu sembler comme des cailloux. Les Marines ont remarqué la différence tout de suite.
Au combat rapproché, le premier homme à marquer un coup gagnait souvent, et le Colt s'assurait que cet homme était eux. Le recul du pistolet était brutal, mais sa simplicité le rendait parfait pour le chaos du Pacifique. Il n'avait pas de pièces fragiles, pas de ressorts cachés qui s'encrassaient ou se corrodaient. Vous pouviez le traîner dans la boue, le rincer dans une flaque, et il tirerait toujours. La sécurité du Nambu, placée maladroitement à l'arrière du cadre, nécessitait les deux mains pour fonctionner. Un défaut de conception qui devint mortel quand les secondes comptaient. Ses ressorts plus minces se cassaient souvent et sa broche de percussion se brisait parfois complètement. Les officiers japonais ont commencé discrètement à piller les Colts des Marines tombés, un sombre aveu que leurs propres armes de poing ne pouvaient pas rivaliser. La vraie différence cependant n'était pas dans le métal, elle était dans l'émotion. Quand les Marines portèrent le Colt, ils portaient la certitude. Quand les soldats japonais entendaient son rapport dans l'obscurité, ils entendaient la finalité. C'était un son qui signifiait que le combat avait basculé du domaine du courage à l'inévitabilité. Le culte s'était transformé d'une arme de poing en un symbole, une arme qui ne faisait pas seulement blesser, mais effaçait. Sur les îles où chaque rencontre pouvait être votre dernière, les Japonais ont commencé à comprendre que faire face au Colt 45 signifiait faire face à un adversaire qui pouvait arrêter la charge avant qu'elle ne commence vraiment. À la fin de Guadalcanal, ils ne se moquaient plus de son poids ou de son volume. Ils craignaient le silence qui suivait son unique coup tonnerre. La nouvelle de la puissance du Colt 45 s'est propagée à travers Guadalcanal, non pas par des rapports officiels, mais par des chuchotements dans la boue. Les Marines qui ont survécu à ces raids nocturnes ne pouvaient pas arrêter d'en parler. Autour de feux vacillants et dans des trous de renard à moitié effondrés, ils ont transmis les histoires. Comment un seul coup de ce pistolet a abattu un soldat chargeant mort sur place? Comment il a sauvé une escouade entière quand chaque autre arme s'était enrayée? Le culte était devenu plus qu'une arme. C'était un symbole de survie, un compagnon qui ne manquait jamais quand tout le reste le faisait. Les soldats plaisantaient sur son poids pendant la journée, mais la nuit, quand la jungle devenait silencieuse, cet acier lourd se sentait comme la sécurité elle-même. Les histoires se sont propagées rapidement. Quelques centaines de mètres plus loin, les hommes qui n'avaient même pas vu le combat juraient avoir entendu l'aboiement distinctif du pistolet et le silence soudain qui a suivi. Le conte a grandi à chaque retelling. Certains disaient ce qu'il pouvait percer l'armure, d'autres disaient qu'il pouvait jeter un homme en arrière sur ses pieds. Dans les tranchées humides et nerveuses de Guadalcanal, ces histoires devenaient le moral. Le culte n'était pas glamour, mais il était fiable. Et la fiabilité dans un endroit où tout pourrissait ou rouillait valait son pesant d'or. Pendant ce temps, ces mêmes histoires ont atteint les Japonais par des prisonniers capturés et des survivants terrifiés. L'ennemi a commencé à associer ce coup de feu profond et résonnant à la mort. Un sergent japonais dans un journal trouvé plus tard par les Marines a décrit le pistolet comme une bête qui tue d'un rugissement. Ces hommes, a-t-il écrit, l'appelaient le court-fusil du diable. Le nom est resté. Alors que les semaines se transformaient en mois, les parties de raid japonaises ont commencé à s'approcher des positions des Marines plus prudemment, jetant des grenades de plus loin, retardant leur charge. Le culte était devenu plus qu'une arme, c'était une barrière psychologique. La chose étrange était que la peur existait des deux côtés. Pour les Marines, le culte était une bouée de sauvetage, mais c'était aussi un rappel de la proximité des combats. Si vous en étiez réduit à votre pistolet, cela signifiait que l'ennemi était presque sur vous. La légende du pistolet était construite sur le désespoir, sur les moments où la survie était mesurée en pouces. Et pourtant, c'était exactement pourquoi les hommes lui faisaient confiance. Le culte ne promettait pas la gloire ou la victoire, il promettait une respiration de plus, un battement de cœur de plus, un lever de soleil de plus. C'était le dernier mot dans chaque argument que la jungle essayait de faire. Et tout le monde, amis et ennemis, savait ce que cela signifiait quand ce mot était prononcé. Pour comprendre pourquoi les Japonais en sont venus à craindre le Colt 45, vous devez vous mettre à leur place, leur mentalité, leur culture et leur fierté. Avant que la guerre du Pacifique n'éclate, l'armée japonaise entraînait ses hommes à croire que le courage était plus fort que n'importe quelle balle. Leur code, enraciné dans le Bushido, enseignait que la victoire venait de l'esprit, pas de l'acier. Un guerrier qui chargeait sans hésitation était considéré comme inarrêtable. Les armes étaient des extensions de cet esprit, pas des outils sur lesquels compter. Le pistolet Nambu de type 14 incarnait cette philosophie, élégant, précis et léger.
Il n'a pas été conçu pour le chaos. Il a été conçu pour le contrôle. Les officiers le portaient comme un badge d'honneur, pas comme une bouée de sauvetage. Mais Guadalcanal n'honorait pas la tradition. La jungle ne se souciait pas du rang ou de la cérémonie. Elle ne respectait que ce qui fonctionnait. Les premières troupes japonaises qui ont fait face au Colt 45 ont appris cette leçon à la dure. Leurs pistolets Nambu, si admirés sur les terrains de parade de Tokyo, ont faibli sous l'humidité étouffante et la saleté de l'île. Les ressorts se sont affaiblis, les sécurités se sont enrayées, et leurs balles de 8 mm sous-alimentées ont à peine ralenti un ennemi chargeant à travers l'adrénaline et la fureur. Quand le Colt a aboyé, l'effet a été instantané et horrifiant. Les hommes se sont effondrés où ils se tenaient, leurs corps jetés en arrière par la force de l'impact. Les survivants de ces rencontres ont commencé à chuchoter les uns aux autres. Ils ont dit que les Américains avaient une arme qui pouvait tuer d'un coup, un pistolet qui rugissait comme le tonnerre et ne manquait jamais. Les journaux intimes des Japonais capturés et les témoignages ultérieurs ont révélé un schéma troublant. Un officier a écrit « Nous avons frappé leurs lignes et avons vu des éclairs, des rafales courtes et basses. Nos hommes sont tombés. Ce n'était pas une mitrailleuse, c'était quelque chose d'autre. » Un autre compte-rendu d'un caporal survivant a décrit la panique lors d'un raid nocturne. Un son comme un canon. L'un de nos braves hommes est tombé sans crier. Les autres ont hésité. Cette hésitation a été la première fissure dans le mythe de l'invincibilité japonaise. Le culte ne faisait pas seulement blesser, il humiliait leur confiance. Il a prouvé que la technologie et la discipline pouvaient surmonter l'esprit. Et pour les soldats élevés à croire le contraire, cette réalisation était dévastatrice. Alors que la campagne s'éternisait, plus de troupes japonaises ont commencé à piller les Colt 45 des Américains tombés. Les officiers qui voyaient autrefois l'arme comme étrangère et maladroite la traitaient maintenant comme un trophée précieux. Manier l'une d'elles, c'était porter la preuve que vous aviez survécu à une rencontre que peu d'autres avaient. L'ironie n'a pas échappé aux Marines qui ont trouvé ces mêmes pistolets sur les ennemis capturés ou tombés. C'était l'ultime aveu de respect. Même les soldats impériaux, liés par la fierté, ne pouvaient pas nier la supériorité du culte quand leur vie en dépendait. Mais la vraie terreur ne venait pas du pistolet lui-même, elle venait de ce qu'il représentait. Chaque fois qu'une patrouille japonaise se préparait à percer les lignes américaines, elle le faisait avec le souvenir de ce son logé dans leurs esprits. Le culte devint le point de ponctuation de chaque assaut échoué. Il craignait l'obscurité parce qu'elle cachait le marine accroupi derrière les sacs de sable, attendant de dégainer cette arme au moment où son fusil échouerait. Ce n'était plus seulement une arme de poing, c'était un symbole d'inévitabilité. À la fin de 1942, la peur du culte s'était propagée à travers les rangs japonais presque aussi vite que la maladie. Le Nambu, autrefois célébré, était devenu une source de honte silencieuse. On disait que les officiers ont commencé à instruire les hommes de compter sur les grenades ou les baïonnettes plutôt que de faire confiance à leurs armes de poing. Ce genre de peur ne se produit pas du jour au lendemain. Elle grandit à partir d'innombrables rencontres au contact rapproché, de voir des camarades s'effondrer en pleine charge et de réaliser que le courage seul ne peut pas vaincre la physique. Dans ces moments, le Colt 45 ne tirait pas seulement des balles, il brisait les croyances. Il réécrivait les règles du combat rapproché, et ce faisant, il a gagné quelque chose qu'aucun général américain n'aurait jamais pu ordonner, le respect et la crainte de l'ennemi. Au moment où octobre 1942 est arrivé, Guadalcanal s'était transformé en un cauchemar que ni l'un ni l'autre côté ne pouvait complètement contrôler. Les Japonais ont lancé des raids nocturnes incessants sur le périmètre américain autour du terrain d'Henderson. Des vagues d'infanterie hurlantes chargeant à travers la pluie et les barbelés, essayant d'écraser les Marines par la seule force de la volonté. Leur commandant croyait que l'élan et la terreur pouvaient briser la ligne. Mais nuit après nuit, ces charges se terminaient de la même façon. Dans le chaos, dans le feu des armes et dans l'écho de ce son inimitable, l'aboiement profond du Colt 45. Pour les Japonais, ce son devint un signal de malheur. Au moment où ils craquaient à travers le bruit de la jungle, leur élan faiblissait. Ils avaient été entraînés à charger à travers le feu des fusils, à affronter les mitrailleuses de face. Mais rien ne les avait préparés à la finalité soudaine du culte. Contrairement aux fusils qui aboient en rafale ou aux mitrailleuses qui crépitent en rythme, le coup du Colt était singulier, délibéré et dévastateur. Un moment, un soldat criait son cri de guerre, le moment suivant, il était parti.
Pour les hommes derrière lui, ce silence signifiait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Ce n'était pas seulement la mort, c'était l'effacement. À l'intérieur des tranchées des Marines, ces mêmes coups signifiaient la survie. Les hommes autour du terrain d'Henderson avaient d'abord compris le schéma de ces attaques. Ils savaient quand les cris commençaient, quand les fils commençaient à trembler et quand les premières grenades s'arquaient dans l'obscurité. Ils savaient aussi que leurs fusils, mouillés et encrassés, ne tireraient que quelques coups avant de s'enrayer. Quand cela se produisait, il n'y avait pas de temps pour paniquer. C'est à ce moment-là que les Colts sortaient. Les Marines tiraient à bout portant, leurs gueules à quelques pouces des visages des soldats qui arrivaient. Les balles lourdes de 45 déchiraient l'air humide et pénétrèrent les corps qui avaient été convaincus que l'esprit seul pouvait les porter en avant. Chaque raid nocturne était presque identique dans sa structure, mais le résultat était toujours le même. Le Colt 45 devint la dernière ligne de défense, l'arme qui décidait si la ligne tenait ou s'effondrait. Sa simple présence donnait confiance aux Marines. Ils savaient que même si tout le reste échouait, ils avaient toujours quelque chose qui fonctionnerait. De l'autre côté, les Japonais ont commencé à redouter ces petits moments de calme avant le tir de riposte. Les survivants ont rapporté avoir entendu le rythme court et tonnerre des pistolets tirés à l'unisson et réalisant trop tard que leur charge avait échoué à nouveau. La peur a grandi non pas parce que le culte était mystérieux, mais parce qu'il était prévisible. Il se montrait chaque fois que les Japonais essayaient de percer le fil de fer. Chaque fois que leur courage atteignait son apogée, le rapport du pistolet le coupait. Plus cela se produisait, plus vite cette peur se propageait à travers les rangs. Certaines unités ont commencé à hésiter au fil de fer, jetant des grenades sauvagement avant d'avancer, incertaines si leurs armes ou leur courage seraient suffisants. Dans la noirceur humide de Guadalcanal, le Colt 45 ne défendait pas seulement le terrain d'Henderson, il le hantait. Cela a transformé la jungle elle-même en un piège, un endroit où le son seul pouvait briser la résolution. À la fin de ces nuits interminables, les Japonais ont commencé à associer ce coup de pistolet lourd et résonnant à l'échec. Ce n'était plus seulement une arme, c'était un message. Il leur disait que les Américains ne se briseraient pas, que la ligne tiendrait toujours, et que peu importe jusqu'où ils couraient dans l'obscurité, le Colt 45 les attendait. Alors que la bataille pour Guadalcanal s'éternisait dans ces derniers mois, les combats ont commencé à se déplacer sous terre dans des grottes, des ravins et des bunkers, où le soleil atteignait rarement. Ces endroits n'étaient pas des champs de bataille au sens traditionnel. C'étaient des labyrinthes d'ombre, de boue et de peur, où un homme pouvait se retrouver face à face avec l'ennemi avant de réaliser qu'il n'était pas seul. Les fusils étaient trop longs pour manœuvrer dans ces espaces exigus, et les mitraillettes s'enrayaient souvent lorsqu'elles étaient éclaboussées de boue. Là-bas, la guerre devenait personnelle, primitive et brutalement rapprochée. C'est dans ces coins sombres que le Colt 45 devint bien plus qu'un simple pistolet. Il devint un égalisateur. Quand les Marines rampaient dans des grottes ou nettoyaient les abris japonais, ils avaient souvent quelques secondes pour réagir. Le cadre lourd du Colt, autrefois moqué pour son volume, était soudainement parfait pour ces conditions confinées. Il pouvait être dégainé rapidement, visé instinctivement et tiré d'une seule main si nécessaire. Son canon court le rendait idéal pour les coins exigus, où la visibilité était à peine de quelques pieds. Les soldats japonais qui embuscadaient derrière les murs rocheux ou les racines ont rapidement appris ce que cela signifiait. Le rugissement du Colt à bout portant suivi du silence. Dans un endroit où l'hésitation signifiait la mort, la fiabilité du pistolet était inégalée. Les Japonais, en revanche, se trouvaient dans un désavantage mortel. Les mécanismes de ressort plus légers du Nambu s'enrayaient facilement lorsqu'ils étaient exposés à la poussière ou à l'humidité, et sa cartouche faible échouait souvent à arrêter un marine à une telle distance rapprochée. Plus d'un soldat japonais a vidé son pistolet dans un Américain seulement pour être abattu par un seul coup de retour du Colt. Ces moments se sont propagés dans les rangs japonais comme des histoires de fantômes. Des récits d'hommes qui avaient combattu bravement, mais qui étaient tombés instantanément tandis que leurs adversaires semblaient inarrêtables. Le mythe de l'esprit invincible a commencé à s'éroder sous la réalité de la physique. Dans les tunnels de Guadalcanal, la peur n'était pas une émotion, c'était un environnement. Chaque écho, chaque goutte d'eau, chaque clic métallique pouvait faire monter l'adrénaline. Et quand ce son appartenait au Colt 45, il portait un poids spécifique. Les Japonais ont commencé à le reconnaître instantanément.
un rapport bas et tonitruant qui roulait dans les espaces étroits comme le tonnerre dans une grotte. Les survivants ont décrit ce que c'était d'entendre ce son se rapprocher, chaque coup apportant la réalisation que l'évasion était impossible. Les Marines ne pensaient pas en termes de peur ou de respect, ils pensaient en termes de survie. Ils se déplaçaient méthodiquement, nettoyant pièce par pièce, le Colt ouvrant la voie. Ces gros projectiles de 45 calibres écrasaient les barrières en bois et ricochaient sur la roche, ne laissant aucun doute quant à son efficacité. Dans ces moments, il ne s'agissait pas de technologie ou d'entraînement. Il s'agissait de savoir qui avait l'arme qui tirerait quand cela comptait le plus. Le Colt ne tirait pas seulement des balles. Il donnait à l'homme qui le tenait l'avantage, la confiance de continuer à avancer dans l'obscurité. Pour les Japonais, le Colt devint le son de l'inévitabilité. C'était la ponctuation à la fin de chaque embuscade échouée, de chaque dernier combat désespéré. Ils ont commencé à craindre les grottes elles-mêmes, sachant que dedans attendaient les Marines, armés non pas de chance ou de machines sophistiquées, mais de l'une des armes qui ne les avait jamais déçus. Là-bas, le courage signifiait peu, et l'esprit ne signifiait rien. Le Colt 45 régnait sur l'obscurité, et tous ceux qui l'affrontaient apprenaient que dans les tunnels de Guadalcanal, il n'y avait nulle part où s'enfuir. À la fin de 1942, le Colt 45 n'était plus seulement une arme de poing, c'était un symbole. Les histoires de sa puissance se sont propagées plus vite que n'importe quel rapport officiel. Les Marines racontèrent des histoires sauvages dans les trous de renards boueux, comment ils pouvaient projeter un homme vers l'arrière, traverser les arbres de la jungle, ou tirer même après avoir été enterrés dans la boue. Rien de tout cela n'importait si les histoires étaient vraies. Ce qui importait, c'est que tout le monde y croyait. Le Colt était devenu une arme psychologique autant qu'une arme physique. Pour les Japonais, cette croyance s'est transformée en terreur. Les survivants ont commencé à le décrire comme le canon du tonnerre, une arme dont on ne pouvait s'échapper. Certains ont même affirmé que les Américains la portaient ça comme une sorte de porte-bonheur, la preuve qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés. La peur de ce seul coup de feu lourd devint partie de la jungle elle-même. Le mythe du Colt commença à façonner les tactiques. Les raiders japonais, autrefois intrépides, ont commencé à hésiter avant les charges, lançant les grenades trop tôt ou se retirant quand ils entendaient son rapport tonitruant. Une seconde d'hésitation était tout ce dont un marine avait besoin pour survivre. Les commandants l'ont remarqué aussi. Le moral de leurs troupes augmentait avec chaque histoire. La résolution de l'ennemi se brisait un peu plus chaque nuit. Le Colt 45 n'était plus seulement une arme à feu, c'était une présence. Les Marines la portaient comme une promesse. Ils savaient que si le fusil s'enrayait, le pistolet rugissait toujours, et ce rugissement avait un pouvoir au-delà du champ de bataille. Il a recablé le combat lui-même. Alors que la guerre se déplaçait vers de nouvelles îles, le schéma se répétait. Le Colt menait les hommes à travers les grottes, les tranchées et les embuscades, prouvant toujours que la simplicité et la fiabilité pouvaient surmonter les nombres et le bruit. Les soldats japonais ont commencé à s'adapter, évitant les espaces exigus, inondant les tunnels avant d'y entrer. N'importe quoi pour échapper à l'arme qui hantait leurs souvenirs. Le mythe avait changé le comportement des deux côtés. La peur rendait les hommes prudents, la croyance les rendait courageux. Au moment où Guadalcanal tomba, les deux armées comprenaient que tout le pouvoir ne vient pas de la taille ou de la stratégie. Maréchal du Reich, du Grand Reich allemand, c'était la plus haute charge militaire du régime, un poste inexistant jusqu'alors qui le plaçait au-dessus de tous les maréchaux et généraux de l'armée.